Êtes-vous sûr? Demanda le registraire une dernière fois. Elle ne répondit pas. Elle serra le stylo jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La lumière fluorescente au-dessus d'elle bourdonnait faiblement comme quelque chose qui agonise. La pièce sentait le vieux papier en jugement silencieux. Puis elle signa. Emma Whitfield Aeris, du groupe Whitfield, fille de l'une des plus anciennes fortunes de l'État, venait d'épouser un homme en bottes usées et veste tachée d'huile. Elle entendit les rires étouffés derrière elle. Elle sentit le poids de tous les regards dans ce bureau gris du gouvernement s'enfoncer dans sa nuque comme une punaise. Elle a perdu la tête. Pauvre fille. De quoi l'ont-ils menacée? Mais alors, au moment où l'homme à côté d'elle tendit la main vers le stylo, tous les téléphones de la pièce se mirent à vibrer en même temps. Un frisson parcourut la petite foule. Les gens plongèrent la main dans leurs poches, jetèrent un coup d'œil à leurs écrans et leurs expressions changèrent. Confusion, incrédulité, alarme. Les marchés avaient bougé. Quelque chose d'énorme venait de se produire dans le monde financier. Un nom obscurci pendant une décennie, enterré sous des sociétés écrans et effacé délibérément des titres, venait de ressurgir. Emma ne regarda pas son téléphone. Elle regarda l'homme à côté d'elle, la ligne calme de sa mâchoire, la fermeté de sa main tandis qu'il signait. Il signa son nom, Daniel, sans hésitation, sans théâtre, sans même un frémissement d'expression. Puis il referma le stylo et le posa avec un calme parfait. Emma ne le savait pas encore, mais l'homme qu'elle venait d'être forcée d'épouser était la raison pour laquelle tous les téléphones de la pièce sonnaient. Le groupe Whitfield avait été pour Emma à la fois son héritage et sa prison. Elle avait grandi en comprenant deux choses, que le nom de sa famille pesait énormément dans cette ville, et que le prix de le porter était l'obéissance totale. Son père, Gérard Whitfield, n'était pas cruel comme un monstre. Il était cruel comme un architecte, précis, structurel, convaincu que chaque mur qu'il bâtissait protégeait quelqu'un d'autre. C'était un mardi de mars quand il la fit venir dans la bibliothèque. Elle vivait dans l'appartement de l'aile et de la famille depuis son retour de Londres, où elle avait passé 3 ans à se construire une petite mais d'authentique carrière d'analyste financière. Elle y avait excellé, mieux que bien. Mais Gérard l'avait rappelé à la maison 6 mois plus tôt par une seule phrase. « La société a besoin de toi ici. » Et Emma, qui n'avait jamais complètement échappé à la gravité de cette maison, était venue. La bibliothèque sentait le cuir et le cirage au citron. Son père était assis derrière son bureau. Sa belle-mère, Patricia, se tenait à la fenêtre, les bras croisés, regardant le jardin comme si rien de tout cela ne nécessitait son attention directe. L'oncle d'Emma, le jeune frère de son père, Clifford, était installé dans le fauteuil d'angle, faisant tourner un verre d'un liquide ambré. « Assieds-toi, Emma, » dit son père. Elle s'assit. Il lui dit la vérité sans préambule, ce qui était sa version de la clémence. Le groupe Whitfield ne luttait pas simplement, il s'effondrait. 3 investissements consécutifs ratés, une acquisition à effet de levier qui avait mal tourné, et le retrait discret mais dévastateur d'un partenaire institutionnel majeur les avait laissés exposés d'une manière que des années de réputation ne pouvaient plus masquer. Dans 6 semaines, à moins que quelque chose ne change, il serait contraint à une faillite structurée. Emma écouta. Elle sentit le sol se dérober légèrement sous ses pieds. « Il y a une solution, » dit son père. Elle n'avait pas prévu ce qui suivit. Il y avait un homme, un créancier, indirectement à travers une chaîne de sociétés holding, qui avait accepté d'accorder une bouée de sauvetage critique au groupe Whitfield. Pas en échange de capitaux propres ou de conditions de remboursement. En échange d'autre chose, un mariage. Emma le fixa. « Il s'appelle Daniel, » dit Gérard. « Il est. Je sais ce qu'est un mariage transactionnel, » dit Emma d'une voix plate. « Je demande pourquoi vous pensez que j'accepterais. »« Parce que l'alternative, » dit Clifford depuis son fauteuil sans lever les yeux de son verre, c'est que tout cela disparaisse. La société, l'appartement, les fondations, le personnel, tout. Patricia se détourna de la fenêtre. Nous ne te demandons pas de l'aimer, Emma. Nous te demandons d'être pratique. Qui est-il? La pause de son père fut presque imperceptible. C'est un père célibataire, un homme d'ici. Il a une fille. Il vit simplement. Il est pauvre, dit Emma. Il est modeste, corrigea Gérard avec soin. Il est pauvre, répéta-t-elle. C'est ce que vous me dites. Vous voulez que j'épouse un homme sans argent pour sauver une société sans argent. L'arrangement est conclu, dit son père. Les papiers sont prêts. Elle regarda les 3. La composition étudiée de son père. Le vide soigneux de Patricia. Le verre de Clifford. Le prix pour garder tout cela, dit-elle lentement, c'est moi. Personne ne la contredit. Le bureau du registraire était petit, sans écho et sentait le vieux papier. Daniel était déjà là quand Emma arriva avec sa tante comme témoin. Il était plus grand qu'elle l'avait imaginé, mince,
avec des cheveux noirs qui avaient besoin d'être coupés et une mâchoire portant un jour et demi de barbe. Sa veste était propre mais visiblement ancienne. Ses bottes étaient usées aux talons. Il tenait ses mains détendues le long de son corps. Il la regarda quand elle entra, non avec faim, non avec triomphe, non avec l'espoir prudent d'un homme qui sait recevoir quelque chose au-dessus de sa condition. Il la regarda avec une sorte de fermeté attentive, comme un homme qui avait déjà décidé comment cette journée se déroulerait et en avait fait la paix. Elle ne lui parla pas avant la cérémonie. Elle le regarda à peine. « Êtes-vous sûr ?» Le stylo, la signature, les rires. Elle ne se retourna pas. Et puis ce fut fait. Daniel vivait à 20 minutes du centre-ville, dans un quartier qui avait autrefois été ouvrier et se trouvait maintenant dans la phase intermédiaire ambiguë de la gentrification de quelqu'un d'autre. Les maisons étaient petites, les arbres grands et vieux. La rue était calme de la manière particulière des endroits où les gens vivent vraiment leur vie plutôt qu'ils ne la jouent. Sa maison était un bungalow artisan de 1940 avec une porte d'entrée verte et un porche qui s'affaissait légèrement à gauche. Le jardin n'était pas entretenu. Une bicyclette était appuyée contre la clôture latérale. Des carillons faits de bois flotté et d'algues marines pendaient sous l'avant-toit du porche. Emma se tint au portail avec sa seule valise à roulettes qu'elle avait préparée comme pour un voyage de 2 semaines parce qu'elle ne s'était pas permis de penser au-delà, et regarda la maison un long moment. Daniel déverrouilla la porte d'entrée et la tint ouverte. Elle entra. L'intérieur était petit et sans prétention. Les plafonds étaient bas. Les planchers étaient du bois d'origine, usé jusqu'à une chaude couleur de miel. La cuisine était visible depuis la porte d'entrée. Une cuisine jaune avec des casseroles en cuivre suspendues à un râtelier, un bol de fruits sur le comptoir et un dessin d'enfant fixé au réfrigérateur par un aimant en forme de homard. C'était propre. Ce fut la première chose qu'Emma remarqua, et elle détesta que cela la surprenne. La deuxième chose qu'elle remarqua fut la fille. Elle apparut dans le couloir, 8 ans, petite pour son âge, avec les cheveux noirs de son père et une expression de curiosité absolument sans garde. Elle portait un t-shirt avec un diagramme du système solaire. Et elle tenait un livre sur les créatures des profondeurs marines. Elle regarda Emma. Emma la regarda. « Bonjour, dit la fille. Tu vas vivre ici maintenant. »« Lily, dit Daniel, calme mais pas sec. »« Oui, répondit Emma, pour l'instant. » Lily considéra cela avec le sérieux concentré de quelqu'un qui classe soigneusement l'information. Puis elle dit, « Tu veux voir ma chambre ? » Peut-être plus tard. D'accord. Lily regarda son père. « Papa, elle est jolie. »« Je sais, dit Daniel. » Emma détourna les yeux. Dans les jours qui suivirent, Emma cartographia la géographie de la maison et ses rythmes comme si elle était une espionne cataloguant un territoire étranger. Daniel se levait à 5h30. Elle l'entendait, pas clairement mais en silhouette, se déplacer tranquillement dans le matin. Quand elle sortait à 7h, le café était déjà fait et il y avait à manger, œufs, ou pain grillé, ou fruits, quoi qu'il y ait dans la maison. Il ne l'annonçait jamais. Il le laissait simplement là. Elle le mangeait parce qu'elle avait faim. Il était mécanicien. Il travaillait dans un garage indépendant à 3 rues de là. Le genre d'endroit avec une enseigne peinte à la main et un parking qui sentait en permanence l'huile de moteur. Il partait chaque matin à 7h15. Il rentrait à 18h. Le mardi, il récupérait Lily à l'école plus tôt pour son cours de natation. Le jeudi, il aidait à quelque chose à l'école, elle l'avait compris. C'était un club de sciences. Il ne demandait rien à Emma. Il n'imposait pas son emploi du temps au sien. Il ne s'expliquait pas. Elle trouvait cela, à sa manière, plus dérangeant que de l'hostilité. Un soir, elle rentra et trouva ses talons, une paire d'escarpins italiens en cuir qu'elle avait portés à une réunion, abîmés sur le gauche où elle avait heurté un trottoir, posé près de la porte. La rayure avait été réparée de manière invisible, le cuir poli. Elle les prit et les examina. Elle ne dit rien à ce sujet pendant le dîner. Il ne dit rien non plus. Lily parlait d'un documentaire qu'elle avait vu à l'école sur les cheminées hydrothermales au fond de l'océan. Il y a des créatures qui vivent là et qui n'ont pas du tout besoin de soleil, dit-elle avec la conviction évangélique de quelqu'un récemment converti. Elles utilisent juste les produits chimiques des roches. Elles vivent là depuis peut-être 1 milliard d'années. 1 milliard d'années. Peut-être, dit Daniel. Les scientifiques pensent. Papa, est-ce que quelque chose pourrait vivre au fond de notre océan que nous n'avons pas encore trouvé? Probablement. Probablement oui, ou probablement peut-être. Probablement oui. Lily parut satisfaite. Elle regarda Emma. Qu'est-ce que tu en penses? Emma hésita. Je pense que l'océan est en grande partie inexploré. On découvre des espèces chaque année. Lily la fixa. Tu aimes l'océan? Je ne le connais pas assez bien. On pourrait y aller un jour,
dit Lily avec la magnifique inconscience d'un enfant qui ne comprend pas que certaines choses sont compliquées. Papa m'emmène parfois sur la côte. Il y a un endroit avec des bassins de marée. Emma regarda son assiette. Peut-être, dit-elle. Elle ne dit pas non. C'était la première fois qu'elle ne disait pas non. Emma n'était pas une femme qui ignorait les incongruités. C'était ce qui l'avait rendue bonne en analyse financière, la capacité à regarder un bilan et à sentir, d'une manière préverbale, que quelque chose n'allait pas avant de pouvoir articuler précisément ce qu'était un chiffre en mauvaise proportion. Une hypothèse qui ne tenait pas. Une structure qui paraissait solide sous un angle et montrait sa fracture sous un autre. Elle commença à ressentir cette sensation autour de Daniel et environ 3 semaines après leur arrangement. Cela commença petit. Elle était en visioconférence avec un collègue, un ancien collègue désormais. Son travail à Londres n'avait pas survécu au retour à la maison et elle essayait de reconstruire une sorte de pratique de conseil à partir du réseau de la famille Whitfield. L'appel portait sur un fonds d'investissement immobilier en restructuration et elle discutait des mérites d'une position d'aide capitaux propre particulière. Elle n'avait pas réalisé que Daniel était dans la cuisine jusqu'à la fin de l'appel. Elle entra pour remplir son café et le trouva en train de laver la vaisselle, apparemment indifférent. « Désolée, dit-elle. J'étais bruyante. »« Oh non !» Elle se versa du café. La structure d'échange qu'il propose, dit-il sans se retourner, ne fonctionne que si les hypothèses de rendement sous-jacentes tiennent. Si leurs projections de taux de capitalisation sont décalées de plus de 40 points de base, tout s'inverse. Elle se tourna pour le regarder. Il rinçait un verre. Il ne leva pas les yeux. C'est. Elle s'arrêta. C'est une observation très précise. Tu parlais assez fort, dit-il. Où as-tu appris les taux de capitalisation? Il posa le verre sur l'égouttoir. Lu quelque part. Elle le regarda un moment. Il s'essuya les mains sur un torchon et quitta la cuisine. Elle resta là avec son café qui refroidissait. 2 semaines plus tard, un appel téléphonique. Elle rentra du jardin. Elle avait commencé à prendre ses appels du matin dehors parce que la lumière était meilleure et l'air l'aidait à réfléchir, et elle trouva Daniel au téléphone dans le couloir. Il parlait d'une voix basse et mesurée. Elle saisit des fragments. À la position de Singapour. J'ai dit, tiens-la. Ne la touche pas avant que je dise. L'acquisition Harris. Non. Laisse tomber. Les passifs ne sont pas pris en compte. Dis-leur que je ne suis pas disponible. Je ne serai pas disponible. Ils savent pourquoi. Il raccrocha quand elle franchit la porte. Il la regarda sans expression. Travail, demanda-t-elle. Oui, dit-il. Il alla au garage, enfila sa combinaison et partit au magasin. Cet après-midi-là, elle ouvrit les actualités financières sur son ordinateur portable et chercha l'acquisition Harris, une entreprise de logistique de taille moyenne qui faisait l'objet d'une guerre d'enchères depuis un mois. À 18 heures, le favori s'était retiré. Le lendemain matin, l'affaire était morte. Elle resta très immobile dans son bureau à domicile et pensa à un mécanicien dans le couloir disant à quelqu'un de laisser tomber une acquisition qui s'était ensuite effondrée. Elle pensa à la remarque sur les taux de capitalisation, aux chaussures réparées, à la cuisine jaune, à l'aimant homard et au carillon de bois flotté. Des choses qui ne collent pas, pensa-t-elle. Elle ne l'affronta pas. Pas encore. Mais elle commença à prêter attention d'une manière différente. L'attaque, quand elle vint, fut chirurgicale. Emma l'apprit un mercredi matin. Une campagne coordonnée par un concurrent, un groupe holding dirigé par un homme nommé Preston High, qui tournait autour de la position affaiblie du groupe Whitfield depuis des mois, avait entraîné le retrait soudain des 3 derniers créanciers institutionnels. À midi, les facilités de crédit de la société avaient été suspendues. À 15 heures, son père l'appelait d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue, mince, vidée de toute contenance. « C'est fini, dit-il. » Elle ne lui dit pas de ne pas dire cela. Elle n'était pas sûre qu'il ait tort. Elle passa le reste de la journée en appels qui n'aboutissaient nulle part, en courriels sans réponse, et en conversation avec des avocats qui parlaient un langage prudent signifiant qu'il n'y avait pas de voie propre vers l'avant. Le soir venu, elle avait cessé d'essayer de trouver des solutions. Elle s'assit dans le salon du petit bungalow. Daniel était allé chercher Lily à la natation. Ils avaient été retardés. Elle avait la maison pour elle seule et s'autorisa, pour la première fois depuis des années, à avoir simplement peur. Le groupe Whitfield avait ses échecs, ses cruautés et son architecture de contrôle. Mais il avait aussi été, dans un sens fondateur, la structure sous tout le reste. Sans lui, son père n'aurait plus rien. Le monde soigneusement entretenu de Patricia se dissoudrait. Les programmes caritatifs de la fondation, qui étaient, elle devait l'admettre, vraiment bons, indépendamment de leur utilisation sociale, prendraient fin. Des centaines de personnes qui travaillaient pour la société seraient déplacées.
Elle mit son visage dans ses mains. Elle entendit la porte d'entrée. Elle leva les yeux, se composa rapidement, ou essaya. Elle savait que ses yeux étaient rouges. Daniel entra le premier. Il vit son visage. Il ne dit rien immédiatement, ce dont elle lui fut reconnaissante. Lily passa en courant devant lui vers sa chambre, narrant déjà quelque chose sur un coup de papillon à personne en particulier. Et la maison s'emplit brièvement du bruit d'un enfant existant bruyamment dans un petit espace. « Mauvaise journée, » dit Emma. Ce n'était pas une question. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il. « Oh non. » Il hocha la tête. Il alla à la cuisine. Elle l'entendit bouger. Au bout d'un moment, il ressortit avec 2 tasses de thé, pas de café, qu'elle préférait d'habitude. Mais d'une manière ou d'une autre le thé était ce que le moment exigeait. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle et ne dit pas un mot. Ils restèrent ainsi 20 minutes pendant que la voix de Lily flottait depuis sa chambre, expliquant longuement quelque chose à ses peluches. Emma ne pleura pas. Elle fut proche, mais elle ne pleura pas. « Ça va tomber, » dit-elle enfin. Il entoura sa tasse de ses 2 mains. « Parfois les choses tombent. La société de ma famille, tout ce que mon grand-père a construit. »« Est-ce que la société est ce que tu voulais ?» demanda-t-il. Elle le regarda. « Quoi ? Est-ce ce que tu voulais ou ce que tu étais censé vouloir ?» Elle ne répondit pas. Elle n'était pas sûre de connaître la réponse. Il n'insista pas. Elle dormit mal cette nuit-là. Elle se réveilla à 4 heures du matin pour trouver la maison sombre et silencieuse. Elle alla à la cuisine chercher de l'eau et remarqua par la fenêtre que le camion de Daniel avait disparu. Elle resta longtemps à la fenêtre. Le matin, la nouvelle arriva. Un fonds d'investissement anonyme opérant via une entité holding enregistrée au Luxembourg, sans administrateurs publics apparents, s'était glissé discrètement mais décisivement dans la position du groupe Whitfield. Il avait racheté les créanciers retirés à prime, restructuré la dette restante et accordé un pont opérationnel complet à la société. Aucune condition n'avait été publiquement énoncée. Le groupe Whitfield était sauvé. Personne ne savait qui l'avait fait. Emma s'assit à la table de la cuisine avec son café et les nouvelles ouvertes sur son ordinateur portable, et elle regarda la place en face d'elle, la place vide où Daniel prenait son petit déjeuner chaque matin, et sentit quelque chose de froid la traverser. Le gala annuel de la Fondation Hartwell était le genre d'événement auquel Emma avait assisté chaque année depuis ses 16 ans. Il se tenait dans la salle de bal d'un hôtel qui était déjà vieux quand sa grand-mère était jeune, et il attirait exactement le genre de personnes qui mesuraient leur valeur à la taille de leur table et à la marque de leur costume. Elle avait essayé d'éviter d'y aller cette année. Elle avait essayé 3 excuses distinctes, mais son père avait été précis. Son absence serait lue comme un signe de faiblesse, et la société ne pouvait pas se permettre d'en avoir davantage en ce moment. Elle n'avait pas prévu d'emmener Daniel. Il avait proposé. Elle l'avait regardé dans la combinaison qu'il venait d'enlever. À la demi-lune sombre de graisse sous un ongle qui ne voulait pas partir complètement, et elle avait dit sans réfléchir, « Tu n'es pas obligé. »« Je sais, » avait-il dit. « Tu veux que je vienne ?» Elle avait pensé à entrer seule dans cette salle. Aux questions, aux regards. « Oui », avait-elle dit, se surprenant elle-même. Il portait un costume sombre. Elle ne savait pas d'où il venait. Il était bien coupé, ce qui la surprit, même si elle essaya de se dire que cela ne devrait pas. Il ne dit rien sur sa robe, qui était longue jusqu'au sol et bleu marine, et lui avait pris 40 minutes pour la choisir. Il la regarda simplement quand elle sortit de la chambre et dit « Prête ?» Elle n'était pas prête. Le hall de l'hôtel était plein quand ils arrivèrent. Emma reconnut immédiatement les visages, membres du conseil, vieux amis de la famille, concurrents portant les masques de collègues. Elle sentit les yeux la trouver puis, avec une curiosité subtile mais indéniable, glisser vers l'homme à côté d'elle. Le premier incident se produisit au vestiaire. Un agent de sécurité jeune et imbu de lui-même dans un smoking loué se plaça sur le chemin de Daniel. « Monsieur, puis-je voir votre invitation ?» Daniel plongea la main dans sa poche de veste. Emma, un demi-pas devant, se retourna. « Il est avec moi, » dit-elle. « Bien sûr, mademoiselle Whitfield. » L'homme s'écarta, mais pas avant d'avoir rendu visible sur son visage l'évaluation qu'il faisait. Le deuxième incident se produisit pendant l'heure du cocktail. Un homme nommé Gareth Weston, le genre d'homme qui n'avait jamais distingué le réseautage de la chasse, les repéra de l'autre côté de la salle et s'approcha avec l'aisance confiante de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'être invité nulle part. « Emma !» Il lui embrassa la joue. Ses yeux étaient déjà sur Daniel. « Et voici mon mari » dit Emma. Quelque chose traversa le visage de Gareth. Il se reprit rapidement. « Bien sûr, j'ai entendu. » Il tendit la main à Daniel. « Que faites-vous ?»« Travail manuel, » dit Daniel. « Ah !» Le sourire de Gareth ne bougea pas. « Eh bien, tant mieux pour vous. »
Il s'éloigna. Le troisième incident fut celui qui changea quelque chose. Un homme qu'elle ne connaissait pas, corpulent, montre cher. L'héritier de quelqu'un dont la richesse avait été acquise assez récemment pour ressembler encore à un costume s'arrêta près de Daniel au bar et le regarda une fois. Lentement, comme on regarde quelque chose dont on décide s'il faut le toucher. « Tu es le mécanicien, » dit l'homme. « Celui qu'elle a épousé. » Daniel le regarda sans expression. « Oui. Tu as conduit la voiture jusqu'ici aussi. » Il rit. Un son conçu pour être entendu. Et il fut entendu par le petit groupe de personnes à proximité. « Où tu l'as juste garé ?» Emma l'entendit à 1 mètre. Elle avait passé toute sa vie à naviguer dans des salles comme celle-ci. Elle savait exactement comment lisser quelque chose, comment se détourner, comment rediriger, comment protéger tout le monde, y compris la personne insultée, de l'indignité d'une scène. Elle resta très immobile. Puis elle s'avança et passa son bras sous celui de Daniel. « En fait, dit-elle clairement dans le petit rayon de personnes qui avaient enregistré l'échange, c'est mon mari, et si vous voulez conserver votre invitation pour l'événement de l'année prochaine, je vous suggère de vous en souvenir. » L'homme cligna des yeux. Le groupe d'invités proches trouva autre chose à regarder. Daniel ne réagit pas visiblement, mais elle sentit, à travers la légère pression de sa main sur son bras, quelque chose se déplacer, une longue expiration, presque invisible, comme un homme qui avait tenu quelque chose très longtemps et venait de le lâcher un peu. Plus tard, dans la voiture qu'elle conduisait, ce qui était devenu leur habitude bien qu'elle n'en ait jamais parlé, elle fixa la route et ne dit rien pendant longtemps. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il. « Je sais. Merci. » Elle changea de voix. Les lumières de la ville étalaient de l'orange sur le pavé mouillé. « Je suis désolée, » dit-elle, « de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Il ne répondit pas, mais il ne détourna pas non plus le regard de la fenêtre. Ce fut le premier vrai moment, pensa-t-elle. C'est là que cela a commencé. Elle n'était pas par nature quelqu'un qui laissait les choses tranquilles. Le vendredi après le gala, pendant que Daniel était au garage et Lily à l'école, Emma s'assit à son bureau avec sa 2e tasse de café et ses meilleurs instincts de recherche, et commença à tirer les fils. Daniel le nom n'était pas entièrement absent d'Internet. Il y avait juste le bon nombre d'enregistrements, des registres publics, le genre qui ancre une personne au monde. Mais plus on creusait, plus cela devenait étrange. Déclaration fiscale, licence commerciale pour le garage enregistré il y a 6 ans, inscription scolaire pour Lily, adresse précédente dans une autre ville. Avant cela, presque rien. Un vide d'environ 3 ans, et avant le vide, elle faillit le manquer. L'article était enterré dans une archive derrière un mur payant d'un journal financier auquel elle dut se connecter avec ses anciens identifiants d'analyste. Il datait d'il y a 11 ans. Le titre disait « Le PDG de Capital Partners disparaît de la vie publique en laissant derrière lui un mystère à 7 chiffres. » Elle le lut 3 fois. Daniel Alexander est, 29 ans à l'époque de l'article, fondateur et PDG de Capital Partners, une société de capital risque et de capital investissement qui, en moins de 4 ans d'activité, avait généré des rendements qui avaient attiré des comparaisons avec les débuts des investisseurs les plus célébrés du pays. L'article estimait qu'au moment de sa disparition de la vie publique, les entités qu'il contrôlait directement et par procuration représentaient entre 3 et 5 milliards en capital. Il était parti. Aucune annonce, aucun communiqué de presse, aucun dépôt réglementaire au-delà du strict minimum. Il avait transféré le contrôle opérationnel de tout, installé un conseil indépendant, établi une structure de fiducie d'une complexité exceptionnelle, et disparu. L'article spéculait sur l'épuisement, la santé mentale, une crise personnelle. Il y avait des allusions, soigneusement formulées, à une trahison, quelqu'un proche de lui, quelqu'un dans la haute direction de sa propre société qui avait agi contre lui de manière significative. Les détails n'étaient pas publics. Les procédures judiciaires, s'il y en avait eu, avaient été réglées discrètement. Il était parti de milliards de dollars, et il avait construit une vie dans un bungalow à porte verte et carillon de bois flotté, avec une fille qui aimait les profondeurs marines. Emma se renversa dans son fauteuil. Elle pensa à l'appel téléphonique qu'elle avait surpris, à la remarque sur les taux de capitalisation, au fonds anonyme qui s'était matérialisé du jour au lendemain pour sauver la société de sa famille. Elle pensa aux bottes usées, aux chaussures réparées, aux 2 tasses de thé un soir où tout s'effondrait. Elle pensa à la question qu'il lui avait posée. Est-ce ce que tu voulais ou ce que tu étais censé vouloir? Elle ferma l'ordinateur portable. Elle resta là longtemps à penser à ce que cela signifiait de choisir la petitesse délibérément, de gagner le droit d'être ordinaire, de protéger un enfant d'un monde qui t'avait utilisé de toutes les manières possibles. Elle pensa à ses propres raisons de l'épouser, la coercition, l'obligation, l'absence de toute autre route,
et elle ressentit pour la première fois une honte très profonde et très inconfortable. Le Forum mondial du capital se tenait une fois par an dans une tour de verre et d'acier du quartier financier et Emma y assistait parce que l'un des partenaires institutionnels du groupe Whitfield le lui avait demandé spécifiquement et parce qu'elle essayait de démontrer que la société avait encore un leadership qui se montrait. Elle ne s'attendait pas à ce que Daniel y soit. Elle ne s'attendait pas à ce que la conférence soit dans son étage supérieur. Derrière l'étage d'accès accrédité organisé autour de l'apparition en keynote d'une figure identifiée seulement dans le programme comme partenaire fondateur de HCP Holdings. Elle ne fit le rapprochement que lorsqu'elle était déjà dans l'ascenseur qui montait. Les portes s'ouvrirent sur un vaste espace à haut plafond arrangé avec la précision dépouillée d'un événement conçu pour des gens qui n'ont pas besoin d'être impressionnés. Pas de tapis rouge, pas d'arrangements floraux ostentatoires, juste des lignes de vue nettes, un éclairage intelligent, et une salle pleine de personnes qui contrôlaient collectivement un pourcentage significatif du capital qui faisait bouger le monde. Emma prit un verre d'eau sur un plateau qui passait. Elle trouva sa place près du centre de la salle. Elle regarda le pupitre vide. Les lumières changèrent. La salle se tut. Une porte à gauche de la scène s'ouvrit. Daniel entra. Il portait un costume qu'elle n'avait jamais vu. Charbon foncé, parfaitement construit, le genre de chose qui disparaît sur un corps parce qu'il lui va trop bien pour s'annoncer. Ses cheveux étaient les mêmes. Sa mâchoire avait le même tracé. Ses mains bougeaient de la même manière, sans hâte, posées. Il ne portait rien, mais la salle se leva à sa rencontre. Pas littéralement. Personne ne se leva, mais quelque chose traversa les invités assemblés comme une marée changeant de direction. Les chaises se redressèrent, les têtes se tournèrent. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Le verre d'eau d'Emma, qu'elle avait levé à mi-chemin de ses lèvres, s'arrêta là. Il atteignit le pupitre, regarda la salle. Ses yeux parcoururent l'espace avec le calme de quelqu'un qui avait déjà été dans des salles comme celle-ci et les avait trouvées sans intérêt. Puis ses yeux trouvèrent les siens. Elle ne bougea pas. Lui non plus. Un demi-seconde, la durée d'un battement de cœur. Puis il détourna le regard et dit dans le microphone avec exactement le même calme tranquille qu'il utilisait pour dire à Lily que oui, probablement quelque chose vivait au fond de l'océan. Commençons. Emma assista à 40 minutes de l'analyse la plus précise et silencieusement dévastatrice des flux de capitaux mondiaux qu'elle ait jamais entendus de la part d'une personne vivante. Autour d'elle, des gens qui faisaient bouger les marchés écrivaient dans leurs carnets. Certains avaient sorti leurs appareils d'enregistrement, ce qui était contre le protocole indiqué sur la porte, et personne ne les arrêtait. Après, alors que la salle se reconfigurait en conversation, elle ne se dirigea pas vers lui. Elle attendit. Il vint à elle. « Emma, dit-il. »« Daniel, dit-elle. » Ils se tinrent à environ 1 mètre. Le bruit de la salle bougeait autour d'eux comme l'eau autour de 2 pierres immobiles. « Depuis combien de temps sais-tu » demanda-t-il. « Quelques jours, dit-elle. J'ai trouvé l'article. » Il hocha la tête. Il regarda brièvement le sol, puis revint à elle. « J'allais te le dire quand j'étais sûr que c'était sûr. »« Sûr pour qui ?»« Pour Lily, dit-il simplement. Pour la vie que nous avons construite. » Elle le regarda, ce même visage qu'elle avait regardé de l'autre côté d'une table de petit déjeuner pendant des semaines. De l'autre côté d'une table de dîner, dans une voiture, dans un couloir, le même visage qu'elle avait écarté et évalué et seulement récemment commencé à vraiment voir. « Je ne savais pas, dit-elle. Quand je t'ai épousé. Je ne savais pas. Je sais, dit-il. Ce n'est pas. Elle s'arrêta, recommença. Ce n'est pas la seule chose que je veux dire. Je sais ça aussi, dit-il, mais ce n'est probablement pas l'endroit. Autour d'eux, les gens commençaient à regarder avec curiosité, à calculer, à lire le langage corporel de l'homme qu'ils venaient tous de voir commander une salle et de la femme debout près de lui. Rentrons à la maison, dit-il. Ce fut la première fois qu'Emma réalisa, alors qu'il se dirigeait vers la porte, qu'elle avait pensé au bungalow à porte verte et carillon de bois flotté comme à la maison. Ils rentrèrent en silence. Lily était chez une amie, une soirée pyjama prévue qui semblait maintenant à Emma avoir été arrangée par l'univers pour leur donner exactement cette fenêtre. À l'intérieur, Daniel alla à la cuisine. Elle l'entendit remplir la bouilloire. Elle resta dans le salon et regarda les dessins encadrés sur le mur. Les dessins de Lily dans un mélange de crayon et d'aquarelle. Une baleine, un volcan, une figure qui était clairement censée être son père, dessinée très grande et très gentille. Elle l'entendit poser 2 tasses sur le comptoir. Elle alla à la cuisine. « Dis-moi, » dit-elle. Il s'appuya contre le comptoir et la regarda avec la même fermeté qu'il avait toujours eue. « Mais sans l'armure maintenant, ou avec moi. J'ai construit la société avec 2 personnes, dit-il. Mon meilleur ami de l'université et une femme avec qui j'avais été pendant 4 ans. C'était nous 3 depuis le début. 5 ans plus tard,
Ils ont déplacé du capital hors des comptes clients vers un véhicule qu'ils contrôlaient, environ 12% du fonds. C'était fait avec soin. Cela aurait été invisible pour la plupart des auditeurs, mais pas pour toi, pas pour moi. Que s'est-il passé? J'ai dissous le partenariat, réglé en privé, remboursé chaque investisseur sur mes avoirs personnels. Puis, je suis parti. Il prit sa tasse. Lily avait 2 ans. Sa mère était partie l'année précédente. C'est une autre histoire. Et je venais de passer 6 mois à regarder 2 personnes que j'aimais traiter cela comme un outil. J'en avais fini. Emma ne dit rien. Je ne voulais pas que Lily grandisse dans ce monde, dit-il. Le monde où l'argent est la raison de tout. Où chaque relation est une position. Où les gens te sourient et te calculent en même temps. Il s'arrêta. J'ai grandi à l'aise. Elle a grandi en sachant exactement ce qu'elle valait pour les gens autour d'elle et ce n'était pas. Il s'arrêta. Je voulais juste qu'elle ait des choses réelles, une vraie vie, de vraies personnes. Emma regarda l'aimant homard sur le réfrigérateur, la baleine au crayon sur le mur, et l'arrangement avec ma famille. Elle dit le mariage. Il posa la tasse. Ton oncle Clifford est venu me voir. Il savait qui j'étais. Il avait fait des affaires avec l'un de mes anciens partenaires il y a des années. Il pensait que s'il pouvait structurer une affaire via les entités holding qui soient publiquement associées à une personne ordinaire, cela serait invisible pour les concurrents de ta famille. Il la regarda avec fermeté. Je ne le voulais pas. J'ai dit non 2 fois. Qu'est-ce qui a changé? Il m'a montré ton dossier, dit Daniel. Pas le tien. Les sociétés, les dossiers d'emploi, les personnes qui perdraient leur emploi, les programmes de la fondation. Une pause. Et puis il m'a dit ce qu'ils allaient te demander de faire. Emma fut très immobile. J'ai dit que je le ferais seulement si tu acceptais librement, dit-il. Il m'a dit que tu le ferais. Je ne l'ai pas entièrement cru. Je n'ai pas accepté librement. Je sais. Je n'avais pas le choix. Je sais ça aussi. Il la regarda directement. C'est pourquoi j'ai essayé de rendre la maison aussi vivable que possible. Je sais que je ne peux pas défaire les circonstances. Elle pensa au repas, au café déjà fait, aux chaussures réparées, aux 2 tasses de thé la pire nuit. Tu essayais d'être décent avec moi, dit-elle. Oui. Parce que tu te sentais coupable. Oui. Et parce que, il s'arrêta parce qu'il fut silencieux un moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était différente. Pas plus mince, mais plus exposée. Parce qu'environ 2 semaines plus tard, j'ai cessé de me sentir coupable et j'ai commencé simplement à vouloir. Emma le regarda. Je voulais faire le café, dit-il. Je voulais réparer les chaussures. Je ne l'ai pas fait parce que tu avais été lésé. Je l'ai fait parce que... Il regarda ses mains, puis remonta. Tu as mangé les œufs. Tu as dit oui à Lily quand elle a demandé pour les bassins de marée. Tu m'as défendu dans cette salle même quand tu pensais encore que j'étais personne. Tu n'étais pas obligé. C'était l'instinct, dit-elle. Je sais. Et l'instinct te dit des choses. Emma posa sa propre tasse. Elle regarda l'homme de l'autre côté de la cuisine. L'homme à la voix calme et aux mains patientes et à la fille qui voyait les choses clairement et avec beaucoup d'amour. J'avais tort sur toi, dit-elle. Dès le début, de toutes les manières. Tu travaillais avec ce que tu avais. C'est généreux. C'est exact. Il faillit sourire. Tu n'as pas tort sur grand-chose, Emma. Tu avais juste les mauvaises données. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas l'émotion désespérée et agrippante de quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé. Quelque chose de plus calme, de plus durable. Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle, entre nous. À moi non plus, mais je pense que j'aimerais le découvrir. Honnêtement, sans les circonstances. Il la regarda longuement. À moi aussi. Dehors, une voiture passa dans la rue calme. Les carillons bougèrent faiblement sur le porche. Preston n'accepta pas la défaite avec grâce. Il lui fallut 3 semaines pour identifier la structure de holding HCP et la remonter jusqu'à Daniel. Quand il le fit, il bougea vite parce que les hommes comme Preston étaient dangereux. Non malgré leur prévisibilité, mais à cause d'elle. Il fit ce qu'il faisait toujours. Il appela tous les services, tous les points de levier, toutes les informations enterrées qui pouvaient être utilisées comme armes. Il avait quelqu'un à l'intérieur de l'ancienne société de Daniel, une relique de la trahison originelle, portant encore de vieux ressentiments. En 48 heures après avoir été activé, cette personne avait alimenté une histoire à un média financier. Allégation de violation des valeurs mobilières dans la dissolution originelle du fonds. Vieilles accusations qui avaient été réglées en privé et enterrées, maintenant ressuscitées et recadrées. L'histoire parut un jeudi matin. Emma l'apprit à 7 heures quand son téléphone se mit à sonner. Elle lut l'article à la table de la cuisine pendant que Daniel préparait le déjeuner de Lily pour l'école.
Elle le lut 2 fois. Puis elle posa le téléphone face vers le bas et le regarda. Tu sais, dit-elle. Je sais, dit-il. Il ferma le sac du sandwich de Lily et le mit dans son sac à dos. Ce n'est pas vrai. Oh non. As-tu la documentation pour le prouver? Tout a été conservé, dit-il. Chaque communication, chaque enregistrement de transaction. Mes avocats l'ont archivé depuis le règlement. Elle pensa vite. Alors l'histoire meurt au moment où nous la publions. Mais ils le sauront. Ce qui veut dire que ce n'est pas la vraie attaque. C'est la distraction. Il la regarda. Qu'est-ce que bouge d'autre? Ils passèrent l'heure suivante à la table de la cuisine. Lily avait été emmenée chez le voisin qui faisait le covoiturage, avec 2 ordinateurs portables ouverts entre eux. Emma suivit les mouvements du marché. Daniel passa 3 appels, courts et directs, à des personnes qu'elle comprenait maintenant ne pas être simplement des contacts du milieu du garage. À 9h30, elle l'avait. Elle utilisait le bruit médiatique pour créer une fenêtre. Pendant que l'attention portait sur l'histoire des valeurs, son groupe bougeait pour acquérir une participation de 40% dans l'une des filiales d'exploitation principales du groupe Whitfield auprès d'un actionnaire minoritaire qui était discrètement pressé. Une fois qu'il aurait cette position, le groupe Whitfield ferait face à un blocage de gouvernance et les entités de holding de Daniel, qui étaient devenues structurellement liées à la reprise de Whitfield, seraient entraînées dans le litige. Il n'essaie pas de te détruire, dit Emma. Il essaie de te piéger, de te forcer à revenir au grand jour, de te faire combattre publiquement. Daniel regarda l'écran. Sa mâchoire était serrée. Si tu combats publiquement, continua Emma, tu perds la vie que tu as construite. Tout ce que tu as choisi. Et si je ne combats pas, dit-il, cela te coûte à nouveau la société. Elle le regarda. Laisse-moi. Emma, laisse-moi gérer le blocage de la filiale. Elle dit, je connais cet actionnaire, Théodore Marsh. Nous nous sommes rencontrés 3 fois à divers événements. Sa fille était à l'école avec moi pendant 1 an. Elle composait déjà l'appel dans sa tête. En lisant les angles, il est pressé parce qu'il pense qu'il n'y a pas d'avantage à la loyauté. Je peux lui donner un avantage. Tu marcherais dans le feu croisé de Haï. Je sais. Il s'en prendra à toi personnellement. Qu'il essaie. Elle le regarda avec fermeté. Tu as protégé la société de ma famille quand je n'avais rien à t'offrir. Quand j'étais. Elle s'arrêta, quand je te traitais mal. Tu l'as fait parce que c'était juste. Laisse-moi faire une chose parce que c'est juste. Daniel la regarda longuement. Quelque chose bougea derrière ses yeux. D'accord, dit-il. Elle appela Théodore Marsh à 10h. À 11h, elle était en voiture. À 14h, elle était assise en face d'un homme de 70 ans qui avait construit sa participation dans la filiale de Whitfield à travers 4 décennies de construction patiente de relations et qui était profondément, visiblement mal à l'aise avec ce qui lui était demandé. Elle ne lui fit pas de pitch. Elle ne négocia pas. Elle lui dit la vérité sur la campagne de pression, sur les intentions de Haï, sur ce qui arriverait à la filiale si elle était absorbée dans la structure de Haï. Et puis elle lui dit ce qu'elle pouvait offrir. Les entités de holding de Daniel prendraient une position protectrice dans son portefeuille, isolant 3 autres actifs qu'il détenait de la volatilité du marché qui arrivait clairement. Elle lui offrait un abri en échange de loyauté. Il la regarda longtemps de l'autre côté de la table. Ton père, dit-il enfin, ne m'a jamais rien demandé directement. Il envoyait toujours quelqu'un. Je sais, dit-elle. Tu es différente. J'essaie de l'être. Il signa l'accord de verrouillage à 15h15. La position de Haï fut bloquée. Au moment où le média financier reçut la réponse de l'équipe juridique de Daniel aux allégations de valeurs mobilières, 600 pages de preuves méticuleusement documentées, l'histoire s'effritait déjà. En fin de journée, le média avait publié une correction. Le lendemain matin, 3 publications concurrentes avaient publié la vraie histoire, une tentative de détruire une entité d'investissement légitime par des accusations recyclées et réfutées. Preston Haï ne fit aucune déclaration publique. Il n'en avait pas besoin. Le silence était sa propre déclaration. Emma rentra à 19h30. Daniel était dans la cuisine. Les lumières étaient allumées, chaudes et jaunes, et cela sentait quelque chose avec des herbes et de l'ail dans le four. Et Lily était à la table en train de faire ses devoirs et d'expliquer à un crayon, apparemment, pourquoi le calmar géant était sous-estimé en tant qu'espèce. Emma resta un moment dans l'embrasure de la porte avant que quiconque ne la remarque. Elle pensa, c'est une chose réelle. C'est à quoi ressemble une chose réelle. Lily leva les yeux. Tu es rentré. Je suis rentré. Tu as gagné. Emma regarda Daniel, qui la regardait de l'autre côté de la cuisine avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Ouverte, sans garde,
comme un homme qui avait passé des années à tenir une porte fermée et l'avait enfin, soigneusement, laissée s'ouvrir. Oui, dit Emma. Nous avons gagné. 3 mois plus tard, le bungalow avait très peu changé. La porte d'entrée verte était la même. Le carillon bougeait encore dans l'air côtier quand les fenêtres étaient ouvertes, ce qui arrivait souvent maintenant. L'aimant Omar tenait toujours les dessins de Lily sur le réfrigérateur, bien qu'il y en ait de nouveaux, dont un qui, à y regarder de près, semblait représenter 3 personnes debout au bord d'un bassin de marée. 2 adultes et un enfant avec un très gros crabe visible dans l'eau en dessous. Emma avait déplacé son bureau à la maison. Pas le bureau du groupe Whitfield, elle avait accepté à contre-cœur et honnêtement un rôle formel dans la direction restructurée de la société, mais son cabinet de conseil personnel. Le bureau à domicile avait une meilleure fenêtre. De toute façon, Daniel lui avait construit une étagère le long du mur sud. Il l'avait faite sur 2 week-ends, mesuré tout avec précision, et n'avait rien dit sur le fait que ce soit un élément permanent. Elle n'avait rien dit non plus. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute. Le groupe Whitfield était stable. Gérard Whitfield avait pris sa retraite avec grâce, ou du moins autant de grâce qu'il en était capable, et avait cédé le contrôle quotidien à Emma et à un nouveau conseil. Emma avait insisté pour restructurer d'abord les programmes caritatifs. Son père avait objecté. Elle avait procédé quand même. Patricia envoya des fleurs quand le nom d'Emma apparut dans un profil d'affaires. Emma envoya une carte de remerciement polie. Clifford. Elle n'avait pas parlé trop directement. C'était encore compliqué. Cela resterait compliqué pendant un certain temps. Emma travaillait à être d'accord avec cela. Daniel n'était pas retourné à la vie publique. Il avait fait une seule déclaration via son équipe juridique après l'affaire qui confirmait son identité et son rôle opérationnel continu dans HCP Holdings. Elle ne disait rien sur ses circonstances personnelles. Elle était calibrée précisément pour donner le minimum d'informations nécessaires pour clore le chapitre. Il travaillait encore au garage 3 jours par semaine. Il avait essayé d'arrêter et avait découvert qu'il lui manquait la satisfaction spécifique de quelque chose de cassé devenant fonctionnel. D'un problème qui avait une vraie solution. Emma était passée devant le garage une fois délibérément en allant à une réunion. Elle l'avait vu à travers les portes ouvertes, penché sur un moteur, dans sa combinaison, parlant à une cliente qui était une jeune femme avec une expression inquiète et une vieille berline qui était visiblement devenue peu fiable au pire moment possible. Elle l'avait regardé écouter la femme décrire le bruit que faisait le moteur, hocher la tête et puis dire quelque chose qui détendit visiblement les épaules de la femme. Emma était restée dans sa voiture au feu rouge et avait ressenti quelque chose de si aigu et si calme qu'elle n'avait pas essayé de le nommer. C'était un samedi à la fin juin quand elle le lui dit. Lily était au bassin de marée avec la famille d'un voisin. Son premier voyage sans parents, pour lequel elle avait fait campagne avec la détermination concentrée de quelqu'un qui avait hérité de l'approche de son père pour obtenir ce qu'elle voulait. Daniel avait accepté. Emma avait fait réciter à Lily les règles de sécurité 2 fois. Ils étaient sur le porche. Fin d'après-midi, l'air avait cette qualité qu'il a parfois au début de l'été, comme si le jour ne pouvait pas tout à fait se décider à finir. Emma lisait. Daniel ne faisait rien en particulier, ce qu'elle avait appris à reconnaître comme l'une de ses vraies compétences, la capacité à être vraiment immobile sans que ce soit du vide. Elle posa le livre. « J'ai réfléchi, dit-elle. »« D'accord, dit-il. À ce que je veux, pas ce dont la société a besoin, pas ce dont ma famille a besoin. Ce que je veux. » Il la regarda. « Je veux rester, dit-elle. Pas à cause d'un accord, pas à cause des circonstances, parce que je choisis de le faire. » Il fut silencieux. « Je veux être ici, dit-elle. Dans cette maison, avec Lily. » Elle regarda ses mains. « Avec toi. »« Emma, dit-il. Je sais que ce n'est pas. Je sais que les choses sont encore compliquées. Je sais qu'il n'y a pas de manière propre de séparer ce qui a été forcé de ce qui est devenu réel, mais je pense. » Elle s'arrêta, recommença. « Je pense que ce qui est devenu réel est plus réel que ce qui a été forcé. Je pense que c'est vrai pour nous deux. » Il la regarda longtemps. « C'est vrai pour moi, dit-il. Alors j'aimerais essayer, dit-elle. Honnêtement, depuis le début, plus ou moins, sans l'architecture des décisions des autres. » Il tendit la main par-dessus la petite distance entre leurs chaises et prit la sienne. Pas de manière dramatique, pas avec le poids d'un geste conçu pour être vu, juste une chose calme et délibérée. Sa main, chaude et calleuse et complètement ferme, se refermant autour de la sienne. Elle regarda leurs mains. Elle le regarda. « D'accord, dit-il. » Lily rentra à 19h, brûlée par le soleil et extatique, portant un bocal avec un Bernard l'ermite dedans qu'on lui avait explicitement dit qu'elle n'avait pas le droit de ramener à la maison. Elle l'avait ramené quand même.
avec une explication détaillée prête qui impliquait que le crabe semblait blessé et nécessitait donc une observation. Daniel regarda le crabe un moment. On parlera des règles, dit-il. Mais une nuit, dit Lily en rayonnant. Elle posa le bocal sur la table de la cuisine, puis regarda Emma avec l'intensité directe qu'elle déployait parfois sans avertissement. « Tu restes » demanda-t-elle. Emma la regarda, cette petite personne sérieuse, au cœur ouvert, qui l'avait regardée le premier jour dans cette maison et lui avait proposé de lui montrer sa chambre. « Oui, dit Emma. Je reste. » Lily considéra cela. Puis elle hocha la tête avec l'air de quelqu'un dont l'évaluation avait été confirmée plutôt que de quelqu'un recevant une nouvelle surprenante. « Bien, dit-elle. Le crabe s'appelle Copernicus. »« Absolument pas, dit Daniel. Il ressemble à un Copernicus. Il ne ressemble encore à rien. C'est un crabe. » Emma rit. Cela sortit plus facilement qu'elle ne s'y attendait. Plus plein, moins construit. Un vrai son dans une vraie cuisine avec un mur jaune et un bol de fruits et un bocal sur la table contenant un Bernard l'ermite adopté illégalement. Daniel la regarda quand elle rit. Il ne dit rien, mais elle vit la chose derrière ses yeux, la chose calme et énorme, et elle ne détourna pas le regard. Plus tard, après que Lily fut couchée et que Copernicus eut été relocalisé sur le porche avec ventilation et eau fraîche, à propos de quoi Lily avait donné des instructions très précises, Emma se tint à la fenêtre de la cuisine et regarda le jardin sombre. Daniel vint se placer à côté d'elle. Ils furent silencieux ensemble un moment. De la manière qu'ils avaient apprise, celle qui signifiait quelque chose plutôt que rien. « Je pensais que j'allais tout perdre, » dit-elle. « La société de ma famille. La vie qu'on m'avait dit que j'étais censé avoir. Je sais. Et à la place je... » Elle s'arrêta, regarda le jardin. « J'ai fini ici. Est-ce que c'est pire ?» Elle se tourna pour le regarder. « Non, dit-elle. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne le savais juste pas encore. » Il la regarda. Dehors, les carillons bougèrent, le bois flottait et les algues marines, faisant leur petite musique spécifique dans le noir. L'homme qui avait choisi la petitesse délibérément. La femme qui avait appris pour la première fois à choisir. L'enfant qui avait su depuis le début que c'était là que se trouvaient les bonnes choses. Une maison avec une porte verte. Un bocal sur le porche. Un crabe nommé Copernicus. Probablement. Tout réel. Tout choisi. Tout. Enfin, il y a.